Bonsoir. Merci, j'espère que vous avez eu du plaisir à voir ce film. Où va l'Amérique? Comment réfléchir à l'Amérique aujourd'hui? Ce pays qui, après avoir construit cet ordre international depuis 80 ans, le renie, le rejette. Ce pays qui, aujourd'hui, s'aligne avec les tyrans et s'aliène ses alliés. Ce pays qui reste extraordinairement polarisé. Comment réfléchir à tout ça? On va le faire avec un panel extraordinaire, et à commencer par Adam Kinzinger, qui, je l'espère, nous voit et nous entend. Adam, do you see us? Adam, vous nous entendez? Vous nous voyez? Adam Kinzinger. Adam Kinzinger, mesdames et messieurs. On va le faire avec Douglas Kennedy. Douglas, come here. Douglas Kennedy, qui montez est un sur romancier scène. extraordinaire et vous connaissez tous. Qui a écrit des livres absolument formidables sur l'Amérique et que vous pourrez d'ailleurs découvrir au café à une séance de signature un peu plus tard. Et puis avec Amy Green qui est à Paris avec nous aussi. Amy Green qui est américaine. Bonsoir Amy. Douglas et Amy ont écrit des livres extrêmement importants pour comprendre l'Amérique. Le dernier en date chez vous, Amy, c'est Que reste-t-il du rêve américain? L'Amérique face à ses fractures, on va y revenir. Let me go directly to you, Adam. Adam, je vais commencer par vous. Je sais que on n'a que peu de temps. Vous allez devoir nous quitter assez rapidement, mais j'aimerais revenir à une scène dans le film, ou plutôt un sujet du film, qui est la lâcheté. Veuillez nous expliquer comment il est possible aujourd'hui d'avoir un parti républicain MAGA qui est si lâche. Ben, moi aussi, je suis ravie d'être parmi vous, même si ça n'est pas physiquement. J'aurais aimé être là physiquement, mais il faut revenir au fait que les politiciens sont des créatures qui souhaitent être réélus. Et très tôt, au début de la montée de l'émergence de Donald Trump, on aura eu l'occasion d'étouffer cela dans l'œuf, mais personne ne l'a pris au sérieux, personne ne pensait qu'il serait président. Or, il a gagné. Et ce gars est unique, il arrive à manipuler les gens, il arrive à les convaincre, à leur faire peur, et vous le savez, c'est l'homme le plus lâche, le plus vil que l'on ait jamais connu en tant que président, mais il a réussi à convaincre tout un tas de républicains et il arrive à détruire les gens politiquement parlant. Regardez-moi, j'en suis la preuve vivante, je suis ravie de ne plus faire de politique, mais il arrive à faire cela et au bout du compte, on se retrouve avec des gens, au bout de 10 ans de Donald Trump, des gens qui veulent rester là, être réélus, et c'est là où nous en sommes. Et je dois vous dire, ça me fait mal au cœur que de voir ce que l'on fait à l'OTAN, à l'Ukraine. Et pour la première fois de ma vie, j'ai honte de ce que fait mon pays. Et, il va probablement falloir un psychologue ou un psychiatre pour arriver à comprendre quelles sont les conséquences profondes de tout cela, mais c'est de la lâcheté. Alors avant d'approfondir la discussion sur ce point, vous étiez un homme politique, vous étiez candidat, vous vouliez devenir sénateur, ou plus, et peut-être même comme gouverneur. Quelle est la différence entre vous et eux? Êtes-vous différent? J'aimerais bien avoir une réponse, mais lorsque j'ai décidé d'être un candidat au Parlement, je porte un bracelet en hommage à un ami à moi qui est décédé au combat. Et lorsque j'étais candidat, je me suis dit que si je devais voter pour envoyer des jeunes gens à la guerre, si je suis prêt à voter pour le sacrifice ultime de la vie des gens, eh bien, je dois pouvoir sacrifier mon boulot en tant que politicien pour cela.
Je quitterai mon emploi pour sauver un pays. On envoie des jeunes gens au casse-pipe et m'ennuie de voir des gens voter juste pour être réélus. Ils savent que c'est pas bon pour le pays. Et je ne pense pas qu'ils puissent se dire patriotes alors qu'ils sont prêts à sacrifier des gens pour leur pays sans sacrifier leur propre carrière. Ça, je l'ai eu en tête très tôt et c'est resté avec moi. Alors, on n'a pas des heures et des heures, mais peut-être que vous pouvez nous parler de l'état de l'Union selon vous en quelques minutes. Dans quel état est votre pays à l'heure actuelle, même si ça n'est pas en 1h40? Eh bien, c'est un pays très polarisé. L'idée que Donald Trump a été réélu pour un mandat, c'est pas ça. Et Kamala aurait pu gagner aussi, ça s'est joué à un point. N'importe quoi aurait pu changer la donne, mais on est divisé, on est polarisé, on vit dans des mondes différents. Il y a l'extrême droite, ce qui est en train de devenir la droite, qui a Fox News, c'est l'univers dont ils tirent leurs infos, et puis les autres, ils ont tout le reste. Donc c'est très polarisé, très divisé. Le problème, c'est que tout pays a le potentiel d'être polarisé, mais la plupart des pays élisent des dirigeants qui reconnaissent cela et essaient d'unifier leur population. Et le problème, c'est que ces 10 dernières années, c'est Donald Trump qui était à la tête du pays. Il fait de l'argent, il adore polariser les gens. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que les dirigeants peuvent donner le là du pays de la meilleure des manières. Or, Donald Trump est quelqu'un de très sombre, il est méchant et il a semé la zizanie dans le pays. Alors, les 4 prochaines années vont être difficiles. Je le ressens, je voyage, je parle à tout un tas de groupes. Je pense que l'Amérique est prête à réparer le système. Les États-Unis sont prêts à guérir. Il faudra un bon dirigeant pour cela, mais au bout de 4 ans, les États-Unis seront de nouveau au rendez-vous. Maintenant, est-ce que les alliés nous feront confiance à ce moment-là? Je ne jetterai pas la faute sur vous si vous ne le pensiez pas. Quid de la politique domestique? J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce retournement à 180 degrés. Les États-Unis, tout d'un coup, deviennent une démocratie libérale, se désengagent du monde, s'engagent de manière très différente, de manière impérialiste. Est-ce que vous pensez que ça va changer d'ici 4 ans? Les fondamentaux, c'est toujours la polarisation, la division, la violence. D'où tirez-vous cet espoir? Et je suis sûre qu'il y a des Américains qui sont différents. Allez-y. Oui, je tire l'espoir du fait qu'une majorité des républicains veulent aider l'Ukraine. Je le pense, je leur parle tout le temps et ils me disent mais que fait Donald Trump avec la Russie? Et moi je leur dis mais vous avez voté pour ça. Il n'a jamais dit qu'il aimait l'Ukraine. Il l'a dit dès le début. Vous ne le croyez pas, c'est tout. Mais il y a un vestige de républicanisme conservateur à l'ancienne. Ouais, je pense qu'on restera une démocratie. Le pays est déterminé par ce que souhaite 50% plus 1 de la population. Je pense que des républicains vont se retourner contre Trump. Ce sera peut-être pas une majorité, mais certains d'entre eux. Les démocrates seront unis. Et moi, je suis au centre. Je me considère au centre. Et les indépendants s'uniront contre lui. Et c'est la raison pour laquelle je pense que d'ici 4 ans et demi, on arrivera à reprendre le pouvoir. Ce ne sera pas automatique. Ça n'ira pas de soi. Il n'y a pas de garantie. Mais nous devons nous élever. Je ne sais pas si vous le voyez depuis l'étranger, mais il y a une partie de la population significative qui rejette Trump. Ce ne sera pas beau, mais c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Votre mouvement Country First appelle à l'activation de ce que vous appelez une majorité raisonnable. C'est quoi une majorité raisonnable à vos yeux dans un pays aussi polarisé que les États-Unis? Est-il possible d'imaginer qu'étant donné que le système fonctionne avec 2 partis, à moins qu'on ait un système radicalement différent, que vous puissiez faire acte de candidature en tant qu'indépendant, eh bien,
que le système ne permette pas la mobilisation de ce que vous appelez la majorité raisonnable. Eh bien, moi, j'ai grandi, je comprenais pas les systèmes parlementaires, je trouvais qu'ils étaient bizarres. Maintenant, je vois leurs avantages. Je vois les avantages que présentent ces systèmes parlementaires. Alors, ce système à deux partis, ce système bipartisan, rend plus difficile de contrôler les extrêmes. C'est un petit peu comme un cancer. Revenons aux Républicains en 2016 et avant, on avait des extrémistes dans le parti, pas moi, mais certains dans mon parti pensaient qu'on pouvait les adopter et les faire devenir comme nous. Mais en réalité, ce sont un cancer. Or, on ne peut pas accepter le cancer dans son corps en imaginant que son système immunitaire va détruire les cellules cancéreuses. C'est pas comme ça que ça marche. Le cancer gagne toujours et c'est comme ça que ça marche dans le parti. Et pour tous nos amis de par le monde qui flirtent avec ces mouvements d'extrême droite, vos conservateurs traditionnels, votre droite traditionnelle ne peut pas adopter l'extrême droite, sinon elle sera mangée par ce cancer. Le populisme gagne tout le temps. Alors ce système bipartisan peut accommoder une majorité raisonnable. En effet, si les gens ne se sentent pas représentés, ils vont voter soit pour les républicains, soit pour les démocrates et se feront entendre ainsi. Et moi, je pense que le prochain président sera probablement un président démocrate centriste, modéré, et cette personne attirera des gens du parti démocrate à l'extrême gauche, mais aussi du centre des républicains. Et pour moi, c'est ça la majorité raisonnable. Et ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout, qu'on soit proche sur tous les problèmes, mais on croit en la démocratie et le système est suffisamment important pour qu'on le défende. Voilà la majorité raisonnable. Est-ce que vous pourriez rejoindre le Parti démocrate à l'heure actuelle? Oui, je le pense. Je ne l'ai pas encore fait, mais je me considère plus un républicain. Je dis que je suis républicain parce que ça les emmerde. J'ai passé 12 ans dans ce parti, le Parti républicain, mais ces 4 dernières années, j'ai voté comme les démocrates parce que je ne peux pas voter pour un parti qui ne croit pas ce en quoi j'ai prêté serment, notamment la Constitution. Et je pense que les démocrates comprennent de mieux en mieux que les modérés, tels que moi, ont besoin de trouver en les démocrates un chez-soi. Et je pense que je prendrai probablement cette décision à un moment ou à un autre. Est-ce que les démocrates vous accepteraient? Jusqu'ici, ils sont plutôt accueillants, mais bon, comme je le disais, je voyage beaucoup et mes plus grands fans sont des démocrates, mais je ne suis pas naïf. Si je devais briguer un siège, je ne sais pas si je serais accueilli les bras ouverts. Mais dans notre pays, il y a toujours des exceptions, mais les démocrates comprennent qu'il faut accepter les gens qui défendent les mêmes valeurs qu'eux. Les différences de politique sont un luxe. Nous battons pour sauver la Constitution à l'heure actuelle. Avant de passer la parole à Douglas, je voudrais vous poser une autre question. Comme vous le savez, Genève est la capitale humanitaire et des droits humains. C'est un pôle santé également. Genève a déjà été touchée par les décisions de Trump de se retirer de l'OMS, de retirer les financements de l'USAID. Est-ce que vous pensez que ça va encore empirer? Jusqu'à quel point est-ce qu'il va détruire le système, l'ordre international qui a été construit par les États-Unis? Avant que cette résistance dont vous parlez ne monte pour opérer un changement. Bon, si vous parlez des dégâts permanents, la vraie question, c'est est-ce que l'Europe va pouvoir sauter dans la brèche? Les États-Unis, c'est le grand frère, bien placé pour faire beaucoup de choses, mais par exemple, pour l'Ukraine, il me semble que l'Europe commence à se rendre compte que les États-Unis ne sont pas l'allié dont elle a besoin et que c'est à l'Europe de prendre les devants. Mais
En ce qui concerne le dommage à la réputation des États-Unis et son influence dans le monde, c'est difficile à mesurer, c'est énorme. On peut aller, comme l'USAID, construire des silos à céréales dans des pays. Mais si nous commençons la construction et ensuite nous nous retirons, quel est le message que nous envoyons? Il y a un ou deux autres pays, la Russie et la Chine, qui vont venir finir la construction. Ils vont utiliser leur pouvoir d'influence et ils seront contents de le faire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudrait un psychologue ou un espion qui connaît la vérité sur Donald Trump et la Russie, mais je ne comprends pas comment un si grand narcissiste et psychopathe, car il est ces deux choses, pourquoi il désarmerait et rendrait vulnérables les États-Unis? Est-ce qu'un narcissiste ne voudrait pas que les États-Unis soient surpuissants, demeurent le leader du monde libre? Bon, il y a des choses qu'on voit, mais je crois que les dommages vont être incroyables. Bon, je suis l'ami de l'Europe, mais malheureusement, je suis basé aux États-Unis. Bonsoir, Adam. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais quand je suis devant un public français, c'est-à-dire parler anglais. Lorsque je regardais votre extraordinaire documentaire, je me suis rendu compte que vous faites partie de cette tradition, cette grande tradition d'Américains qui répondent présents à des moments clés. Atticus Finch dans To Kill a Mockingbird, James Capra et vos amis républicains qui se sont battus pour la Constitution pendant Watergate. Cela étant, ces personnes n'ont pas été menacées, leurs familles n'ont pas été menacées, ils n'ont pas été obligés de quitter leur travail, il n'y a pas eu de cabale contre elles. Nous sommes maintenant dans une situation, et vous avez raison, c'est du surréalisme moral. Notre président a été condamné sur 34 chefs d'accusation. Il ne s'est rien passé. Il a été déclaré coupable de viol. Je le répète, il a été trouvé coupable de vol au civil. Et vous le savez mieux que moi, un tentative de coup d'État le 6 janvier. Et il ne s'est rien passé. Voilà le grand dilemme moral dans notre pays à l'heure actuelle. Tout cela, ça n'est pas rien. Je vis entre le Maine et l'Europe et je parlais à des amis qui me disaient « Oui, tout le monde comprendra que c'est un criminel. » Ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne question et le Maine est un État magnifique. Oui, pour moi, c'est un crève-cœur également. Je suis toujours partie du principe que même si les choses sont, nous sommes vraiment en mauvaise passe, il y aura toujours des garanties, des sécurités, des contrepoids. Le département de la justice, entre autres, le département de la justice ne va pas contrer Trump maintenant et les républicains ne vont pas essayer de le destituer. Bon, il a 78 ans. Il ne va peut-être pas faire de veto. Mais s'il survit jusqu'à la fin de son mandat, il ne sera pas jugé, peut-être par Dieu, on peut l'espérer. Mais pour moi, c'est très décevant de voir tout cela. Ce qui me rend l'espoir, c'est que nous voyons que son copain Elon Musk suscite beaucoup de colère, même parmi les républicains. Nous avons une grande tradition de lutte contre l'autoritarisme, une longue tradition de dire que les pauvres, les marginalisés doivent avoir le même accès à la démocratie que les riches. Ce n'est pas le cas maintenant, mais cela rend les gens malades. Je repense aux années 1920. Les mouvements aux États-Unis sont partis d'un désillusionnement avec le gouvernement. C'était un mouvement qui partait
de la base de la population. Alors, malheureusement, moi, j'ai été menacée, ma famille a été menacée. Moi, je me dis, et merde, si vous voulez me menacer, allez-y. Si vous voulez essayer de me traîner en justice, allez-y. Je serai 3 fois plus efficace. C'est moi qui vais gagner. Il faudrait que plus de personnes adoptent cette approche. Ce pays m'appartient tout autant qu'il appartient à Donald Trump. Donc, je dirais aux autres, foncez. Oui, je me préoccupe pour ma famille, mais ma famille est avec moi et pense que la lutte est importante. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que les héros, et je ne me pose pas en héros, mais si vous lisez des livres sur Churchill, vous voyez que pendant longtemps, il était exclu et ensuite son moment est venu. Des histoires de personnes qui sont seules mais qui tiennent bon. Et le côté et donc j'ai encore espoir qu'on s'en sorte, mais ce n'est pas donné. Oui, alors nous vivons l'ère post-vérité, de la désinformation, les faits alternatifs. Dans quelle mesure est-ce que cela y est pour quelque chose dans l'état de la situation actuellement? Oui, beaucoup. Malheureusement, les gens ne cherchent plus la vérité. Ils cherchent la version des faits qui leur plaît. Par exemple, si vous regardez Fox News, si vous êtes républicain, vous allez regarder Fox News parce que le discours va vous plaire. Vous n'allez pas regarder MSNBC qui va vous parler de vérités qui vont vous fâcher. Prenons l'élection de 2020 comme exemple. Si vous s'il devait vraiment dire la vérité, il savait que l'élection n'avait pas été volée, mais la version officielle pour les républicains, c'était cela. Alors, cette sphère alternative nous a imposé une certaine identité. Je ne sais pas comment se passent les choses en Europe, mais aux États-Unis, il y a 30 ans, quand j'étais un petit garçon, jamais on trouvait à redire sur notre voisin simplement parce qu'il était démocrate ou républicain. C'était une caractéristique, mais on ne choisissait pas nos amis en fonction de son parti politique. Bon, je préfère avoir des amis qui aiment boire des bières et non pas qui partagent forcément toutes mes valeurs politiques. Mais nous avons fait de la politique notre identité. Si vous êtes républicain, c'est la première chose que vous allez dire aux gens. Et lorsque vous menacez l'identité des gens, ils vont vous livrer la guerre. Et je sais que c'est cela qui se passe aux États-Unis. Et comment les déprogrammer, je ne sais pas, mais il faudrait que les gens commencent à avoir une identité en dehors du fait d'être républicain ou démocrate. Amy, vous êtes à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez d'abord? Et puis, est-ce que vous avez des questions pour Adam? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Adam Kinzinger? Oui, alors, le documentaire est absolument fascinant et nous voyons clairement l'évolution du Parti républicain dans le film. Alors, je vais vous poser la question suivante. À quoi ressemblerait le Parti républicain après Trump? Est-ce qu'il peut évoluer, trouver une autre forme? Liz Cheney a suggéré la création d'un autre parti, un troisième parti qui accueillerait les républicains qui ne sont pas des MAGA. Pour vous, quel est l'avenir du Parti républicain par le prisme de la réalité post-Trump? Eh bien, il y a quelque chose de vraiment maléfique chez Trump, qui est que même J.D. Vance, Ron DeSantis, quand ils mentent, on le leur dit. Quand Donald Trump ment,
les gens se disent, bon, ben, c'est Donald Trump. Il est éhonté. Il est unique en son genre. Alors, je ne pense pas que son pouvoir sur le Parti républicain va être transmis au prochain. Je pense que ça va mourir avec lui, même si peut-être qu'il va devenir le nouveau Reagan. Qui sait? Mais la question, c'est son successeur. Est-ce que ce successeur va continuer la rhétorique nationaliste ou revenir à des valeurs plus traditionnelles? Si quelqu'un dit, voilà ma vision pour l'avenir de l'Amérique, voici ce que c'est pour moi que le conservatisme et arrive à fédérer le parti, peut-être que nous retrouverons le vieux parti républicain. Mais J.D. Vance, si c'est lui, alors le parti républicain est fichu. Il ne sera pas sauvé avant 10 ans de toute façon, et c'est pour cela que je dis aux démocrates, il faut que vous pensiez à accueillir les gens du centre dans votre parti, même si vous disputez autour de la table avec la famille. C'est mieux de ne pas être d'accord, mais de tenir le pouvoir. Merci de vos commentaires aimables sur le documentaire. Est-ce que j'aime, moi, dans ce documentaire? Vous savez, Steve et moi sont devenus de très bons amis. On s'insulte. Bon, on dit dans l'armée de l'air, comment est-ce qu'on sait si on est ami avec quelqu'un? Eh bien, si on s'insulte. Avec Steve, on n'est pas d'accord sur la politique. Bon, peut-être qu'on est plus d'accord qu'on ne voudrait le dire, mais en même temps, cela prouve qu'on peut nouer une amitié sur des bases qui vont au-delà de la politique. C'est un message, n'est-ce pas, pour le monde? Votre voisin n'est pas en 2 dimensions. Et tout le monde pense être le héros. Al-Qaïda pense être celui qui a raison. Tout le monde, chaque parti pense qu'il a raison. Dans vos commentaires, ce qui m'a frappé, c'est trouver les gens avec qui on veut être. Et ces gens-là ne doivent pas forcément avoir la même opinion quant au rôle et aux responsabilités du gouvernement. Je me souviens avoir étudié à Washington. Je manifestais en faveur des droits reproductifs. Et je me suis retrouvée face à face avec un très bon ami qui manifestait pour le contraire. On est en désaccord sur cette question fondamentale. On est retourné dans notre résidence étudiante. On en a discuté et on est resté amis. Donc, on peut trouver un terrain d'entente avec des gens qui sont très différents. Et c'est ce qui ressort dans votre documentaire et c'est ce qui ressort de vos commentaires quant à votre amitié avec Steve. Oui, effectivement, avec une réserve. Si quelqu'un est pour l'insurrection, je ne pense pas qu'on puisse être amis. Moi, j'aurais 2 choses. Je pense au poème The Second Coming de Yeats. The best luck, all conviction, etc. Nous sommes arrivés à un moment où les gens sont pleins de certitudes et je vous salue car vous êtes pleins de convictions. Congressman, I know you're pressed for time. Monsieur Kinzinger, je sais que vous êtes pressé par le temps, mais je souhaitais profiter de votre présence. Merci de vous être joint à nous. Et j'aimerais me tourner vers la salle avant que vous nous quittiez pour des questions. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui ait une question? Nous avons des micros dans la salle et on peut probablement prendre 2-3 questions. Si vous pouvez attendre d'avoir un microphone avant de poser vos questions. Merci. Moi, j'aurais une question qui est importante à mes yeux. Je suis Canadien. Et donc, je suis désolée pour vous. En tout cas, pour l'instant, oui, pour l'instant. On rit jaune. How serious do you think Alors, the Republican Party is about le Parti républicain est-il sérieux quand il dit qu'il veut conquérir mon pays?
Non, ils se moquent de vous et c'est ça qui m'énerve. J'ai fait 2 discours au Canada ce dernier mois et je comprends bien que vous soyez contrariés. Mais c'est des trolls et c'est ça qui est triste. Pour eux, le gouvernement, c'est pas sérieux. Ils veulent juste avoir des likes, être retweetés. Les États-Unis ne vont pas envahir le Canada, essayer de le conquérir. Donald Trump est faible, il est lâche. C'est pas juste pour l'insulter. Je me suis trouvée dans le bureau ovale avec lui. Il a peur d'utiliser la puissance militaire américaine. On devrait hésiter à utiliser la puissance militaire américaine, mais si j'étais président des États-Unis, je l'utiliserais quand c'est nécessaire. Or, lui, il a vraiment peur, raison pour laquelle il s'en prend à nos amis. Il peut attaquer le Canada, le Mexique, Panama verbalement parce qu'il sait que ça va pas commencer une guerre. Maintenant, dire la même chose avec Poutine, Xi, Kim Jong-un ou l'Iran, il ne va pas le faire parce qu'il a peur de devoir agir après cela. Et donc, mon message aux Canadiens et aux Européens aussi, élevez-vous contre lui. Lorsque vous élevez contre lui, il fait machine arrière. Alors, s'agissant des tarifs, ça aura un impact économique sur le Canada. Mais si le Canada s'élève contre lui, lui dit bah, « écoute, merde, on est un pays indépendant et on va se défendre », eh bien, ça le fera faire machine arrière. Moi, ce que je déteste voir, c'est quand les gens viennent et mendient auprès de lui, essaient de le rendre heureux parce que ça ne fait que le réaffirmer dans son dans son côté détestable. Je suis vraiment navrée pour les Canadiens parce que vous êtes mes amis, je vous adore. Et si on attaque le Canada, vous en faites pas, moi je viendrai vous défendre. Nous avons une autre question au fond de la salle. Merci. Moi, je me posais la question suivante. Vous êtes Canadien aussi? Oui, je suis Canadienne, effectivement. Et je m'en excuse. On dit souvent qu'on s'excuse au Canada. Alors, je me demandais comment on allait ressortir de tout cela. Et quand je dis nous, je parle de vous. Si l'extrême droite est un cancer, comment sortir de cette identité de l'extrême droite et comment jeter des ponts? Moi, je vois pas vraiment quelle est l'issue de cette ornière. Merci pour cette question. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne veut jamais exclure entièrement les gens. Mais il y a des gens au cœur de MAGA dont c'est l'identité, c'est quasiment une religion. Et il va falloir qu'ils s'en sortent eux-mêmes, on ne peut pas leur tendre la main. Mais il y a tout un tas de républicains qui ont voté pour Trump, qui ne l'aiment pas, croyez-le ou pas, ou alors ils l'aiment bien. Mais il y a tout un tas de choses avec lesquelles ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise avec sa position sur l'Ukraine. J'ai parlé à tout un tas de républicains qui sont très contrariés par rapport à l'Ukraine. Et moi, je leur dis, bah, il l'avait annoncé. Donc, c'est, à mon sens, c'est la défaite. Moi, j'espérais que Trump perdrait cette élection. Je me suis dit que c'était ce qu'il fallait au Parti républicain pour qu'il se réveille de ce long sommeil. Il se peut que l'on se retrouve dans une récession. On n'en a pas connu pendant des années et des décennies. Or, il est à peine là depuis quelques mois et on se dirige vers une récession. Je pense que ça va réveiller la classe moyenne. Et puis, le diaboliser de la bonne manière. Voyez Elon Musk, la classe moyenne vote pour Donald Trump. L'ironie, c'est qu'il y a 20 ans, la classe supérieure votait républicain, maintenant ils votent démocrate. Donc les choses se sont réalignées et la classe moyenne va être affectée très durement par cette récession. Et ça va revenir le hanter car ils vont se réveiller. Donc il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas utiliser de baguette magique. Il faut que l'on dise la vérité, qu'on revienne aux fondamentaux, dire à quel point le marché libre est important, que l'accès au marché libre est important, que les milliardaires ne devraient pas avoir davantage d'opportunités que des gens qui ne le sont pas. C'est comme ça qu'on peut gagner, mais c'est un long chemin qui nous attend.
et on a laissé les fondamentaux pourrir. Or, c'est à ça qu'il nous faut revenir. Nous avons le temps pour une dernière question. Je sais que vous n'êtes pas canadien, donc je vous donne la parole à vous, monsieur. My accent. Vous le savez à cause de mon accent? Thank you very much, Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kinzinger. Moi, j'aurais une question d'ordre stratégique. James Caulfield, le stratégiste démocrate, a écrit un article dans le New York Times dans lequel il suggère que les démocrates devraient faire les morts et laisser le Parti républicain et Trump imploser. Et d'un autre côté, Michelle Obama a dit que si il s'abaisse, nous, on doit nous mettre en avant. Alors, que doit faire le Parti démocrate? On va peut-être mettre des gants de boxe, je ne sais pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les Américains veulent voir que vous combattez pour eux. C'est une chose qu'ils auto-implosent sur des questions politiques, mais ils font tout un tas de choses qui sont très dangereuses. On n'en est pas arrivé au stade d'une crise constitutionnelle, mais on y est presque. Or, les Américains veulent qu'on se batte pour cela. Alors moi, j'organise tout un tas de réunions en 2010. Pendant ma campagne, on faisait ces réunions régulièrement. Elles sont parfois désagréables, mais c'est comme ça que l'on se fait entendre. On pousse les gens à demander à leurs parlementaires d'organiser ce genre de réunions. S'ils ne le font pas, qu'ils protestent. Et s'ils organisent ces réunions, que les gens y aillent pour poser les questions. Car tout d'un coup, les parlementaires vont se rendre compte qu'ils ne doivent pas rendre des comptes à Donald Trump, mais à leurs électeurs. Et est-ce que les démocrates ne devraient pas faire, c'est tenir des petits panonceaux pendant le discours de l'État de l'Union? C'est complètement bête. Il y a des gens qui ont aimé, mais moi, j'ai vraiment pas aimé, j'ai pas trouvé ça efficace. Ça vous permet pas de gagner le cœur de l'Amérique. Ce qui vous permet de gagner le cœur de l'Amérique, c'est organiser des réunions avec vos électeurs, vous vous présentez devant eux. Si le département d'Elon Musk se rend au ministère de l'Éducation, il faut que vous envoyez des gens au ministère de l'Éducation pour constater ce que Doge y fait. Vous avez le droit d'y être pour superviser les choses. Voilà le genre de choses que les démocrates doivent faire. Et ce qui est important quand vous êtes minoritaire et quand vous n'avez pas au pouvoir, votre message, c'est votre épée. C'est la seule épée dont vous disposiez. Si votre message est faible, vous n'arriverez pas à vous battre contre la majorité. Donc, racontez ce que ces milliardaires font à l'Amérique et c'est comme ça qu'on gagne. C'est ça, à mon avis. Merci, merci beaucoup. Merci et merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Adam Kinzinger et bonne chance, bon vent. Et j'espère qu'ils vous accepteront malgré vos différences. Merci, merci de nous avoir consacré de votre temps. Et merci à tous. Bon. Alors, je vais suivre les exhortations de Douglas Kennedy et parler en français et continuer Oui, le bonsoir à tout le monde. Oui. Donc, maintenant en français, oui, voilà. si vous ne connaissez pas Douglas Kennedy, faites sa connaissance. Encore une fois, vous pourrez assister à sa séance de dédicace tout à l'heure. Mais il faut absolument le lire. Il faut absolument le lire parce que ces livres sont une interrogation de l'âme américaine et de cette tension constante entre la réalité, les mythes. Et en fait, c'est un peu un démiteur, si j'ose dire, qui systématiquement va au-delà de l'image qui est projetée par la culture américaine, par le narratif américain, pour dire non, mais attendez, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est complètement différent, etc. Donc, lisez vraiment ces livres, c'est une exploration de l'âme américaine et c'est pour ça que je vous ai convié ici avec Amy, parce que j'aimerais que vous essayiez de nous expliquer, au fond, cette question qui nous préoccupe, qui est la question culturelle de comment l'Amérique aujourd'hui, 32, c'est une longue maturation, nous sommes d'accord, mais néanmoins, arrive à pivoter d'une telle manière, arrive tout d'un coup à ce que vous décriviez, vous d'ailleurs, comme des dystopies, on est dans la réalité, comment ce pays tout d'un coup, peut virer, peut muter. Donc, bonsoir à tous.
La vérité, ma formation, c'était comme historienne. Et pour moi, en fait, le moment quand tout a changé, c'était 68. En fait, l'année célèbre. Et aux États-Unis, 68, c'était les manifs contre la guerre vietnamienne, des émeutes dans les ghettos africains-américains, le début du féminisme. C'était sexe et drogues et rock'n'roll. Et il y avait un candidat républicain qui a décidé, avec ses conseillers, Richard Nixon, de changer le trajet de politique américaine. Et il a dit, on peut diviser le pays. Le Sud, qui était toujours républicain, parce que c'était la guerre de sécession, c'était le parti de Lincoln. Parce que Johnson, un démocrate, a changé des lois et consacré des droits des Africains-Américains. Nixon a dit, en filigrane, on peut utiliser le racisme. Et aussi, au milieu du pays, on peut créer une image des deux côtes et des villes du Nord comme Chicago, des élites trop éduquées, trop progressistes, trop féministes, pro-homosexuels, etc., etc. Nixon a utilisé un slogan de l'époque, comme MAGA maintenant, la majorité silencieuse. Ça marchait. Et chaque président républicain depuis Nixon a utilisé ça. Donc, de plus en plus, on a un pays très divisé. Mais la vérité, je suis quelqu'un dans toute mon écriture contre des clichés. Quand j'ai écrit un livre au sujet de Paris, La femme du 5e, c'était un Paris, franchement, pas des cartes postales, pas d'Emily, la merde comme ça. C'était le Paris de mon quartier, le 10e, le 9e, un quartier des émigrés, un quartier très multiculturel, noir, par carte postale. La même chose, tout le monde pense, oh, si on est dans le Texas, tout le monde est ignorant. Ça, ce n'est pas la vérité. L'Université du Texas, c'est un des meilleurs du monde. Il y a des grands orchestres dans le Texas, des musées, etc., etc. En même temps, c'est très républicain et on peut porter une arme à l'extérieur sans problème. Ça, c'est nos contradictions américaines. Mais maintenant, l'apothéose de cette guerre culturelle, c'est Trump. Mais la vérité pour moi, et j'ai posé cette question, à M. Kissinger, le fait que, honnêtement, où est la loi maintenant? Est-ce qu'il y a une loi si un président, franchement, se comporte comme ça, sans censure? Et ça, c'est extraordinaire. Quand je regarde Trump et Zelensky, c'est comme, je suis New-Yorkais, troisième génération, mes parents ont grandi dans deux quartiers populaires, ma mère est juive, mon père catho, ça c'était la culpabilité en stéréo, mais ça c'est une digression. Et honnêtement, en fait, je connais en fait un type comme Trump, mais son comportement avec Zelensky, oui, donnez-moi votre ressource, naturelle, et je vais vous sécuriser. C'est comme une donne de mafia. Un mec qui a abordé, qui a un de ses consiglieri, qui a abordé un mec dans un quartier qui a une blanchisserie à sec. Hey Mario, oui, Donald a dit bonjour. Il y a des gangs ici, beaucoup de gens qui volaient. Donnez-moi 20% de, tout que vous gagnez, on a le paix. C'est la même chose avec Trump maintenant. C'est extraordinaire. Vous dites c'est l'apothéose. Si vous aviez la gentillesse de nous rallumer l'écran là, de manière à ce qu'on puisse voir aussi Amy Green que j'aimerais introduire dans la discussion. Vous parlez de 68, vous parlez de ces mouvements. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la catatonie, c'est l'absence précisément. Vous avez un pays qui, depuis la fin de la guerre froide, est biberonné à l'idée, effectivement, que la Russie est l'ennemi. Et tout d'un coup arrive Trump, déjà un peu en 2016, aujourd'hui, et
il pivote. Il n'y a pas de réaction. Où est la rue américaine et pourquoi n'est-elle pas là? Qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous demander ça à vous. Là, je vais demander ça à Amy aussi, si elle nous entend toujours, ce que j'espère. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a cette passivité presque? Amy, vous êtes là-bas ou pas? Non. Non, oui. Yeah. OK. Absolutely. C'est votre tour, et oui. Je vous Et entends. elle parle très bien en français aussi, parce qu'on a Ok, fait des... parfait. Oui, oui. Alors, oui, avec un plaisir de parler en français, si vous voulez. Parfait. Alors, moi, j'ai la traductrice dans mon oreille, donc ça me confond un petit peu. Pourquoi cette C'est absence? un peu difficile de... Merci beaucoup. Si vous m'entendez, je continue. Oui. Alors, là, il y a peut-être un premier élément, ce qui est la sidération des démocrates et de l'opposition. Là, je suis un peu d'accord avec le représentant, mais un petit peu en désaccord avec lui aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que cette élection s'est jouée à pas grand-chose, mais en même temps, c'était une grande victoire pour Donald Trump. Pourquoi? Parce que finalement, les démocrates, ils ont perdu d'1 million de voix, mais le Parti républicain a compté des gains à peu près partout aux États-Unis, dans les blocs électoraux qui étaient traditionnellement voués aux démocrates, dans les comtés, donc les plus petites circonscriptions de découpage électoral qui existent, dans à peu près 90 des comtés aux États-Unis, Donald Trump a progressé par rapport à 2016 et par rapport à la performance en 2020 aussi. Donc en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que cette élection-là, c'était autant gagné par Donald Trump que perdu par les démocrates. Donc dans cette élection, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le peuple américain n'a pas été majoritaire pour faire confiance aux démocrates. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il y a un parti politique de l'opposition qui vienne avec un argumentaire, avec une stratégie, avec une véritable vision pour combattre justement la politique de Donald Trump. Mais cette opposition-là n'existe pas pour l'instant. On a plusieurs choses et je vais pas tout mettre sur le compte du Parti démocrate parce que ça serait trop simple. Mais en même temps, vous me posez la question de la résistance et c'est vrai que dans un système biparti, l'opposition normalement s'incarne justement par le parti qui n'est pas au pouvoir. Donc en fait, finalement, c'est vrai qu'on avait vu pendant le discours de Trump devant le Congrès un parti démocrate qui était fort en symbole avec les représentants vêtus en rose, etc. Mais sur le reste purement symbolique pour les Américains qui cherchent justement une vision stratégique, un argument ou quelques éléments pour s'accrocher justement pour commencer à concevoir l'après-Trump. Mais en même temps, on voit à la fois que le Parti démocrate en tant que tel n'est pas prêt. Ils sont suffisamment désalignés parce que vous avez la gauche, mais aussi les centristes dont Adam Kinzinger parlait tout à l'heure, qui doivent se mettre d'accord pour véritablement un cap unique. Et puis, en plus de cela, effectivement, il y a la stratégie de Donald Trump qui rend toute opposition très difficile parce que évidemment, vous suivez tout aussi bien que moi avec le nombre de décrets qui sont signés par jour, avec des stratégies de dire des choses et puis de dire exactement le contraire, parfois à 24 heures d'intervalle. Il y a véritablement une stratégie d'inondation, de présence partout, ce qui crée une grande confusion. Donc, il est aussi difficile pour une opposition de se constituer parce qu'il n'y a pas de pilier, c'est des pièces mouvantes à chaque fois. Donc, c'est quelques éléments qui permettent d'expliquer, en tout cas de comprendre pourquoi il y a une telle sidération et pourquoi cette sidération n'arrive pas pour l'instant à se transformer en quelque chose de plus constitué et construite. Ça pourrait venir, effectivement, la question a été très justement posée tout à l'heure sur la stratégie que devraient adopter les démocrates. Je pense que le silence et l'espoir que Donald Trump va faire répulser les gens par lui-même n'est pas suffisant. Mais en tout cas, le Parti démocrate cherche une ligne qui soit à la fois légitime, crédible et qui inspire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu trop de sidération pour que ça existe. Douglas? Honnêtement, pour moi, la gouffre aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est vraiment l'éducation. Amy et moi, même si de la classe moyenne des grandes écoles de l'Est, francophone, on est le 20% des Américains très éduqués qui dirigent, on fait des journaux, on fait des hôpitaux, des chercheurs, les musiciens de jazz, nos orchestres, etc., etc., etc. Ça, c'est 65 millions de nous.
Ça, c'est un pays européen, un grand pays européen, mais c'est simplement 20% de la population américaine. Amy a dit quelque chose de très important, le fait que la stratégie depuis les années 80 du Parti républicain, c'était de convaincre la classe populaire et la classe moyenne de voter contre ses propres intérêts, parce que c'est nous contre eux. Nous, en fait, des vrais Américains contre des élites. Ça, c'est Fox News. Ça, c'est partout chez Fox News. La vérité, en même temps, et c'est extraordinaire, l'éducation publique a été coupée. J'ai dit ça la semaine dernière à Lausanne. Mon grand-père maternel, qui était joaillier dans le quartier de Diamont à New York, juif. Donc, ma mère est juive, je suis juif, et fier de ça. C'était pas quelqu'un éduqué, jamais en fait le bac. Il a lu le New York Times tous les jours. C'était un point de fierté pour lui. Il a un abonnement d'un club pour les lecteurs, The Book of the Month Club. 2 livres par mois. Ça a disparu maintenant. J'ai lu un article hier dans le Guardian. Au Royaume-Uni, 40% de la population adulte n'a pas lu un livre l'année dernière. Et honnêtement, ça c'est pour moi, et ce n'est pas simplement parce que je suis romancier, mais ça c'est une crise existentielle. Mais je ne peux être que d'accord, et je crois que tout le monde est d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on est bien au-delà, qu'on ne va pas revenir en arrière. Pas au moment où l'administration Trump supprime 400 millions à Columbia, pas au moment... On ne va pas relire, on ne va pas refaire. Il faut, me semble-t-il, acter ce changement absolument extraordinaire. On peut se poser la question de savoir si les repères historiques qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui sont encore aujourd'hui valides. Donc je vais poser un peu la question différemment. On sait que cet exercice trumpien, on a l'impression d'avoir, vous savez, c'est comme ces magiciens qui ont des baguettes et des assiettes. Hein. Ça va tomber, ça va foirer. On sait que la guerre commerciale va, il le dit, il y aura une récession. Tiens, il y a des gens qui vont gueuler, il y aura une récession. Les marchés vont se plaindre. Il y a toute une série d'électeurs qui déjà aujourd'hui se disent, qui ont voté pour Trump, Mamma mia, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Tant pis pour vous, cher ami, il fallait pas le faire. Il fallait effectivement lire le New York Times plutôt que de TikToker, peu importe. Je vais pas entrer dans cette discussion. Mais en réalité, comment vous imaginez le futur, je dirais presque immédiat des États-Unis, avec une implosion possible? Amy Green, vous avez fait un papier intéressant pour l'Institut Montaigne, dans lequel vous dites en fait, on a vu la certification, le transfert des pouvoirs au moment de la passation des pouvoirs en janvier. Mais vous vous posez la question, est-ce qu'on a une violence différée? Est-ce qu'en fait, on a le sentiment, avec une image rémanente, que ça a fonctionné, mais qu'il y a plus profondément quelque chose qui pourrait nous mettre dans une situation où on a un pays qui implose et qui, de surcroît, le fait dans la violence, parce que c'est un pays polarisé, que je dirais les fondamentaux de la violence sont encore là. Et vous voyez ce que j'aimerais vous entendre sur cette question-là. C'est le soir d'Amy maintenant. Je suis poli, pardon. Ah oui, avec grand plaisir. Moi, je sais pas, j'essaie de suivre et ça me passionne de toute façon. Donc, alors oui, c'est vrai que cette question du point de non-retour se pose vraiment. Parce que, effectivement, quand on voit les transformations institutionnelles que Donald Trump essaie de mettre en place, et avec une très grande rapidité, on va se poser la question de combien d'années faudrait-il pour revenir à quelque chose qui ressemble à l'avant. Mais effectivement, je n'ai peut-être pas tout à fait la réponse à votre question, mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a effectivement cette violence qui existe.
ce que disait Adam Kissinger tout à l'heure, ça ne peut pas être plus juste, c'est-à-dire que le pays est très divisé, avec très très peu de points de repère entre Américains. Et donc cette question de la violence se pose. Alors, il est vrai que la violence prend une place de plus en plus acceptable au sein de la vie publique et la vie politique aux États-Unis. Il y a toujours des minorités, mais quand même importantes, de personnes qui considèrent que des actes de violence, des propos violents sont tout à fait admissibles vis-à-vis de son adversaire politique, vis-à-vis des membres ordinaires du parti politique opposé, ce qui montre qu'effectivement, ça devient un outil possible. On a des cas aux États-Unis de violence, de passage à l'acte qui ne cesse d'augmenter depuis 2017 et qui devient de plus en plus spectaculaire. Le 6 janvier, seulement un acte parmi d'autres, mais c'est pas n'importe lequel des actes. Donc effectivement, on sait d'ores et déjà qu'il y a cette violence qui est tout à fait possible, qui a existé, et une fois la violence ouverte, enfin, on referme pas tout à fait la boîte. Et puis par ailleurs, on observe que cette violence en politique, en tout cas, se situe un peu plus à droite en termes d'acceptabilité qu'à la gauche. Néanmoins, ce qui rend un peu la réponse à votre question tout aussi compliquée, je trouve, c'est que finalement, dans cette reconstruction d'un projet commun, c'est vrai qu'on a perdu des repères aux États-Unis qui nous permettraient de concevoir l'acte de faire nation. On en parlait en filigrane tout au long de cette soirée pour l'instant. C'est la question de la consommation médiatique extrêmement hétérogène en fonction de votre affiliation politique. Donc, ce qui fait que la question des repères, de la construction même de la vérité n'est plus tout à fait ce que ça a été avant. Les Américains, ils considèrent majoritairement qu'on n'a plus de vérité partagée. On considère majoritairement que moi, en tant qu'individu, je sais distinguer vrai du faux, mais mon voisin, je ne suis pas si confiante que ça. Donc, en fait, la question de comment est-ce qu'on revient de tout cela est beaucoup plus que politique, c'est sociétal. C'est dans le tissu même et la fabrique des États-Unis. Et en effet, est-ce que je crois complètement que dans 4 ans, on aura une figure inspirante qui sait réunir peut-être, parce que c'est le pendulum qui retrouve son chemin dans l'autre sens. Mais en effet, les fractures, et c'est ce que j'écris beaucoup dans mon livre, c'est un livre qui parle des fractures des États-Unis, ça montre que quel que soit le vainqueur novembre dernier, que ça a été Kamala Harris ou Donald Trump, en fait, ces fractures-là pénètrent jusque dans le corps, même jusque dans le chair des individus. Et ce sont des choses qui sont vécues malheureusement de plus en plus par un nombre croissant des Américains et qui nous empêchent justement de faire nation. Et donc effectivement, la réponse, elle est sans doute politique, mais c'est aussi sociétal. Et c'est donc beaucoup plus difficile de résoudre à partir du moment où c'est pas uniquement sur ordre, c'est aussi dans les mœurs. Douglas Kennedy, vous êtes inquiet, vous vivez en partie en France, donc vous savez ce que cette expression qui est faire société veut dire. Est-ce que vous êtes aujourd'hui inquiet par rapport à la capacité ou l'incapacité des États-Unis de faire société? La vérité, le grand débat philosophique, et ça c'était derrière le mouvement des néoconservateurs, qui a commencé avec Goldwater en 64, et franchement, en fait, le plus grand victoire au début, c'était Reagan. Mais qu'est-ce que c'est le rôle de l'État? La vérité est, on a eu une expérience de démocratie sociale aux États-Unis au début des années 30. Ça, c'était Roosevelt, le New Deal. C'était une dépression économique et c'était assez socialiste. La vérité aussi, après la guerre, oui, on est devenu, en fait, le pouvoir militaire, mais aussi économique du monde. Mais Eisenhower n'a pas touché beaucoup d'aspects, en fait, de New Deal de Roosevelt. Nixon, qui était paranoïaque, machiavélique, comme un personnage d'une tragédie grecque. Même si Nixon, franchement, a essayé de créer un système de santé publique qui était bloqué par Ted Kennedy. Maintenant, en fait, le Parti républicain est un parti des idéologues extrêmes. Et le temps pour eux, ça c'est le moment maintenant. J'ai dit ça à RTS ce soir avant cette conférence. J'ai dit, j'imagine 90% de mes voisins et voisines dans le Maine sont Medicare,
Medicaid ou la sécurité sociale vont faire faillite. Et Vous répondez. Musk a attaqué ça. Excusez-moi, le temps passe, mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Et- Aujourd'hui, 10 mars 2025, est-ce que Douglas Kennedy est inquiet ou pas sur la capacité des États-Unis à faire société au sens où on l'entend? Vous avez écrit un livre à ce sujet. Oui, je sais. Et Deux. donc, vous avez Je me souviens de la fin de les deux. Vous avez écrit une dystopie à ce propos-là. Donc, répondez à la question que vous posiez dans ce livre. Pour ceux d'entre eux qui l'avaient vu, d'ailleurs, qui l'ont lu, avez-vous aujourd'hui une inquiétude? Êtes-vous inquiet par rapport à ça? Hic et nunc pas. Quelqu'un m'a demandé récemment, est-ce que vous êtes pessimiste? Et j'ai répondu non, réaliste. Regardez Mais ce cette... réalisme vous conduit à répondre quoi à ma question? Mais clairement, c'est très surréaliste. Le ministre de l'Éducation, c'est l'ex-PDG des grippeurs américaines. C'est bizarre, oui. On a en fait Robert Kennedy Jr. qui est taré et contre des vaccins. Je suis né en 55. Je me souviens en fait l'épidémie de polio juste avant ma naissance. Je vais utiliser Des gens contre la science. C'est partout maintenant. Je vais utiliser le fait du prince parce que le temps passe et je ne vais pas aller au-delà et j'aimerais surtout basculer dans l'audience. J'en déduis de ce que vous me répondez que oui, vous êtes inquiet. Non, vous n'êtes pas très optimiste. Naturellement, je suis inquiet. Mais je ne veux pas mettre les mots dans votre bouche. Naturellement, en fait, pour moi, c'est très romanesque. Il nous reste quelques... Et je suis clairement inquiet. Aussi, si on n'a pas un certain optimisme de l'avenir, oui, on va boire tout le temps. Oui, je fais comme Scott Fitzgerald avec une bouteille de whisky à 8 heures du matin. On est au milieu d'un cycle maintenant. Ouais. Je vais dire ça. On n'est pas dans un point de bascule, on est au milieu d'un cycle. Non, mais on est au milieu d'un cycle. La vérité, et c'était mon point, le Parti démocrate a perdu, en fait, la classe moyenne. Mais la classe moyenne va découvrir maintenant, enfin, que le Parti républicain est contre tout le monde qui ne sont pas riches, des plutocrates. Peut-être ça sera le début d'un cycle. Et ça, c'est une question. Et c'est derrière de mon dernier roman. Et c'est ainsi que nous vivrons. S'il n'a pas un autre coup d'État, peut-être Trump va faire ça. Trump est notre Mussolini. Vraiment. Ou una duce, ou una voce. C'est la même chose, franchement. Et, mais vous répondez quand même. Et donc, en même temps, je dois, comme représentant Kissinger, rester optimiste d'une certaine chose dont, en fait, franchement, l'idée aux États-Unis, on a une constitution qui est un document magnifique, extraordinaire. Peut-être après une crise comme ça, il y aura un changement de cycle. Peut-être pas. C'est très, très, très vertigineux et vraiment, on est à côté d'un précipice. D'accord, merci. Je vais profiter de passer, on a quelques minutes pour aller dans les questions du public. Madame ici, monsieur, commençons par madame. Merci beaucoup. Mon français, c'est pas très bon. Je pourrais dire que je suis moitié de Groenland et moitié de Panama, mais non, c'est une blague. Pour compléter avec le Canadien. Une belle entrée en matière. Nous... Quelle est la capitale de Groenland pour 5 points? Nuuk. J'habitais à Oslo, mais voilà. pas là-bas. La démocratie et la vérité, maintenant, c'est sur une grande menace. D'un côté. De l'autre côté, nous vivons dans un temps où le fascisme, l'ingérence dans les élections qu'on passe en plusieurs pays, mais particulièrement maintenant, ces jours en Roumanie, où un candidat russophile est soutenu
et tant de Russie, que c'était normal, mais aussi de part des États-Unis. Donc, nous sommes devant de nouveaux contextes internationaux très dangereux. Et si nous faisons la comparaison avec, de ce temps avec les années 30, je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup des outils pour lutter contre ces menaces. Nous ne pouvons pas rester garder le silence. Mais ma question dans ce contexte, c'est comment vous pensez que de manière pratique, nous pouvons défendre la démocratie, les droits humains et l'état de droit pour ne pas devenir une démocratie illibérale? Merci beaucoup. Qui veut répondre? Amy? Ou moi? D'accord, avec un plaisir. Vous décidez, mais c'était votre tour. Ça marche, oui. Effectivement, c'est une question extrêmement complexe et très chargée. Et puis, cette question se pose vraiment pertinemment aux États-Unis. Pas plus tard que ce matin, je parlais avec quelques collègues américains qui se demandaient justement quels étaient les meilleurs mécanismes, les meilleurs moyens de pouvoir porter l'état de droit, de porter la résilience institutionnelle, de comment défendre la démocratie. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas une question très, très simple. Évidemment, il y a la question de l'engagement, que ce soit un engagement politique, un engagement associatif, c'est la pression sur les acteurs politiques, mais c'est vrai que je n'ai pas une feuille de route exhaustive pour savoir comment faire cela, d'autant plus qu'effectivement on peut avoir des personnes au pouvoir qui montrent une défiance justement à ces structures-là, notamment à l'état de droit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains se posent la question. Il y a une force qui est la force de l'opposition, la force de l'engagement, la force de la manifestation, qui peuvent être des leviers sans doute incomplets, mais en tout cas, ça peut commencer par ça. Il y a aussi les autres actes de résistance, il y a la joie, il y a la création, mais je laisserai peut-être Douglas continuer et compléter sans doute mes quelques remarques. Merci. Je vais demander, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Monsieur, allez-y, je peux vous permettre d'être bref. Je vois que ça clignote rouge. Et je serai bref. Et la sanction est terrible. Si je ne tiens pas mon temps, ils m'enlèvent mon badge, je ne peux plus assister au FIFDH. Donc, De l'équilibre, merci, très brièvement. De l'équilibre des pouvoirs, on sait que Trump a noyauté les 3 pouvoirs. Désormais, est-ce que nous sommes à la veille d'une crise constitutionnelle aux États-Unis? Ah oui, ça va arriver rapidement. Comme Kissinger a dit, s'il y a un ordre de corps, c'est le corps suprême, et ça c'est avec Trump, mais un corps fédéral, et Trump a dit non, je vais ignorer ça, ça sera une crise constitutionnelle. Je vais dire quelque chose au sujet de la résistance. J'ai un fils qui est photographe à Londres, j'ai une fille qui est dramaturge à New York, et mes enfants sont très déprimés. Et politiquement, et aussi très, très, très tendu. Et ma fille m'a dit ce que je peux faire. Et je lui ai dit, tu as une nouvelle pièce off-Broadway cette semaine. Ce soir, le fait qu'on est ici pour discuter des choses, ça c'est un acte de résistance. Il faut lire un journal en papier, s'il vous plaît. Ma femme travaille au Monde. dernière question, monsieur. Oui, Oui, voilà, en fait, ça c'est la résistance. Il faut lire et maintenir des valeurs, en fait, oui. Franchement, de la culture. Désolé. Fight, fight, fight. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Très rapidement, et une réponse très rapide aussi, si c'est Amy ou Douglas qui veut répondre. Je ne sais pas à qui votre question s'adresse. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Bon, elle peut s'adresser à n'importe qui, je pense, mais c'était... il y a une question qui était posée par rapport à la solution. Et Adam Kinzinger, il avait dit quelqu'un de démocrate plus conservatif. Mais est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas une place, justement, pour quelqu'un plus à gauche? Parce qu'aujourd'hui, on a eu, avec Fox News, tout un discours anti-élite, qui se retrouve chez Donald Trump, qui se retrouve dans les électeurs aussi, que les démocrates n'ont pas avec leur image. Est-ce que justement, il n'y a pas là-dedans une place pour quelqu'un plus à gauche que les démocrates dans la population, aux États-Unis?
qui veut répondre? Amy, c'est Très son brièvement. tour, oui. Vous pensez à AOC, vous pensez au successeur de Bernie Sanders, vous pensez à qui suivra Elizabeth Warren, etc. Vous pensez à une vraie gauche, entre guillemets? Oui. Vous en voyez? Alors, c'est vrai que les États-Unis, de façon générale, sont un pays au centre-droite. Donc là, je fais pas partie des personnes qui pensent que quelqu'un de beaucoup plus à gauche que Kamala Harris aurait pu remporter face à Donald Trump. Alors, pour répondre concrètement à votre question, je pense qu'effectivement, un profil plutôt centriste sera une personne qui saurait rassembler plus de consensus aux États-Unis, effectivement, compte tenu de la composition de l'électorat qui bascule de plus en plus vers la droite. Mais en même temps, la droite aux États-Unis, on n'est pas sur des personnes qui virent vers l'extrême droite. Il y a certes cette partie-là, mais globalement, c'est un pays centre-droite. Donc, quelqu'un qui vient de cet écosystème politique-là aurait plus de chances, à mon avis. Mais en revanche, quelque chose qui pourrait être très intéressant d'importer des éléments de la gauche, c'est une sorte de populisme économique à la gauche. C'est-à-dire que Bernie Sanders, il commence à évoquer la question d'Elon Musk, de la place des milliardaires dans la politique, dans l'administration Trump. Et là, c'est quelque chose qui commence à froisser petit à petit les Américains. Donc, ce type d'argument-là, de dire il faut une forme de redistribution, ou en tout cas, il faut une forme de justice économique un peu différente, tel qu'il existe aujourd'hui, serait quelque chose qui pourrait intéresser. Donc, je pense qu'un profil plutôt centriste, mais qui pourrait emprunter quelques éléments d'argument plutôt de gauche, pourrait être quelque chose qui fonctionne. Mais je reste toujours assez convaincue qu'il faut plutôt viser le centre parce que les États-Unis sont fondamentalement centristes ou centre-gauche, même s'il y a des idées à droite, mais même s'il y a des idées de gauche qui peuvent être très inspirantes pour l'électorat. Merci infiniment. On finira avec ces mots. Je sais qu'on a fait qu'effleurer la surface des choses, mais enfin, c'était bien de le faire. C'était surtout bien de se rassembler. Comme disait Douglas Kennedy, je voulais vraiment vous remercier très, très chaleureusement d'avoir participé à ce panel, vous aussi, Amy Green, depuis Paris. Et merci à Adam Kinzinger pour être venu chez nous quand même virtuellement pendant une demi-heure. Merci à vous toutes et à tous et au plaisir de vous revoir.